Bonjour à tous et bienvenue dans la quotidienne. Comme à l'habitude, je vous retrouve. Alors au sommaire de cette émission aujourd'hui, nous parlerons du Houeng en langue néngonais. Donc c'est un arbuste à fleurs rouges qui pousse partout ici à Nouméa. Donc Diouk Menango nous en parle dans notre rubrique C'est bien de chez nous. Ensuite, nous parlerons de la maison du réseau. Cette maison accueille des femmes enceintes, donc en fin de grossesse, des femmes originaires de la province nord ou encore des îles Loyauté qui viennent accoucher. Donc à Nouméa, on en parle avec Anna Chiron. Et enfin, dans notre rubrique Job et éducation, nous parlerons du stage BAFA, donc de l'étape approfondissement. Donc dans le BAFA, il y a plusieurs étapes, mais aujourd'hui nous parlerons de l'approfondissement dans notre rubrique Job et éducation. Mais tout de suite, retrouvons notre invité du jour. Alors, je reçois aujourd'hui donc Fatia Belhadj, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes la productrice du film Le Retour, qui est une suite. Alors, ça concerne justement les déportés, algériens arrivés entre 1864 et 1897. Ils étaient 2100 donc à être déportés en Nouvelle-Calédonie. Mais est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu le contexte? Parce que le film Le Retour, c'est une suite. Oui. En fait, Le Retour, c'est la dernière pièce d'un puzzle qui vient, c'était une suite qui s'est imposée à nous après la réalisation d'une série de documentaires qui s'appelait Les Témoins de la mémoire, une série de 8 numéros. Nous sommes venus en 2001 pour réaliser un documentaire. Et finalement, de rencontre en rencontre, on s'est retrouvés avec 80 heures de rush et on a abouti à une série de 8 parties qui racontent l'histoire de la déportation des Algériens en Nouvelle-Calédonie et enfin, tout ce qu'ils ont vécu et la vie de leurs descendants. Voilà. Alors, qu'est-ce qui vous a frappé dans vos recherches? Ce qui nous a frappé, d'abord, c'était au début le silence qui entourait tout ça. Et puis, au fur et à mesure que les gens nous ont adoptés, ils nous ont fait confiance et ils ont commencé à nous parler. Et on a senti d'abord une immense douleur, une immense douleur, parce que c'était un tabou jusqu'à il n'y a pas très longtemps, personne n'acceptait d'en parler, et là les gens étaient en demande, c'est-à-dire que c'est comme s'ils nous attendaient. Comment vous avez réussi à gagner leur confiance? Ça, je ne sais pas. C'est peut-être parce qu'on venait d'Algérie. Peut-être. C'est peut-être parce qu'on venait d'Algérie. Donc, d'ailleurs, tout le monde nous a dit au début, quand on est arrivé, non, d'abord, ils ne parleront pas. Et puis, laissez tranquille cette histoire. Alors, qu'est-ce que vous avez découvert, vous, en tant que producteur et réalisateur? On a découvert des frères, finalement, parce qu'on a été très surpris par des bribes de... des choses qui venaient d'Algérie, des bouts d'histoire, c'était d'histoire vivante. On s'est retrouvés avec, par exemple, on a été accueillis par une Fantasia à Nessadiou. Et on ne nous avait pas prévenu en plus. Donc là, vraiment, c'était un choc. Ensuite, les prénoms. Les filles, les hommes portaient des prénoms qui ne sont plus utilisés chez nous. C'est comme si ça s'était arrêté au 19e siècle. C'est-à-dire c'était les prénoms que les déportés connaissaient, c'était les prénoms de leur mère, de leurs frères, Zouina, Turquia, des choses comme ça. Ce sont vraiment des très vieux prénoms. Mais est-ce qu'avant 2001, est-ce que vous saviez cette histoire? Est-ce que cette histoire, vous la racontiez justement dans votre pays? Non, on parlait pas de la Nouvelle-Calédonie. Comment vous avez su on parlait surtout dans la mémoire collective, c'est Cayenne. Pour le bagne, c'est Cayenne. Et on parlait de Calédoune, mais Calédoune, c'est Cayenne, c'est-à-dire c'est le même endroit ou bien c'est mélangé. Mais en fait, quand on veut menacer un enfant, on lui dit, tu sais, on va t'envoyer en Calédonie et puis c'est le voyage sans retour, c'est l'endroit où on part pour Alors Calédoune, ça représente quoi pour vous? Maintenant, ça représente beaucoup de choses. C'est un attachement, c'est des frères, des pères, je suis très émue quand je parle de la Calédonie. Alors, quand on entend des témoignages, on entend dire Calédoune, c'est un voyage sans retour. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les gens qui sont partis, qui ont été condamnés au bagne, ne sont jamais revenus. Ou bien ils sont très rares, ceux qui ont pu rentrer. Il y avait le système de la double peine. Ensuite, ils n'avaient pas les moyens. Ils sortaient, ils étaient épuisés. Pour ceux qui ont
ont survécu au bagne. Hein. Et puis, ils étaient trop vieux, et c'était pas possible, donc ils ne rentraient pas. Alors, le premier film, c'était les témoignages, le temps des témoignages. Alors, les 8 premiers numéros, c'était les témoignages, et c'était l'histoire qui se déroulait. Au début, déjà, on pose la problématique du bagne. Pourquoi le bagne? C'était la politique coloniale française, hein, donc c'était pour pouvoir enlever les terres aux propriétaires, parce que vous savez, le bagne, c'était soi-disant des droits communs, ceci, cela, mais quand on gratte un peu, peut-être pas pour tout le monde, mais c'était souvent des notables hein, qui... Alors, là, vous êtes en Nouvelle-Calédonie justement pour présenter le film Le Retour. C'est la suite logique. Alors, Le Retour, c'est à la film suite, quand le film s'est terminé, c'est-à-dire dans notre film, au début, on a mis un message. C'était « Ce film est dédié à la mémoire de tous ces déportés et transportés qui n'ont jamais revu leur patrie. Vous qui regardez ce film, ayez une pensée pour leurs descendants qui vivent à 22 000 km d'Algérie. Pour bannir l'oubli, envoyez-leur une carte postale d'Algérie. » Donc, le film a commencé à passer sur les télévisions algériennes et les télévisions satellitaires. Quelles ont été les réactions justement? Une semaine après, c'est-à-dire immédiatement, en Nouvelle-Calédonie, ils ont commencé à recevoir des cartes postales, des milliers de cartes postales. Mais ils ne savaient pas pourquoi, parce qu'ils n'avaient pas vu le film. Donc ils nous ont appelés, se demandaient ce qui se passait. Tout à l'heure, Christophe Sante nous racontait que le soir même, il avait reçu un fax du Canada. Voilà, donc les gens ont réagi. En Algérie, cette histoire pourrait être nouvelle et il y avait un sentiment de culpabilité, d'avoir oublié ces héros finalement qui avaient participé à la Révolution avant l'heure et qui ont été complètement oubliés. Est-ce qu'aujourd'hui on accuse toujours la France? Ah ben oui, forcément. Vous savez, là, ça, c'est un autre propos. Hein. Est-ce qu'aujourd'hui le pardon est possible ou pas? Bah, je ne sais pas, ça c'est un débat. Hein. Nous, on est dans autre chose. Nous sommes dans l'histoire. On veut parler de l'histoire, dire les choses, recueillir les témoignages. Et puis bon, ensuite, il y a les historiens qui feront leur travail. Nous, on veut apporter un témoignage le plus honnête possible. Dans les témoins de la mémoire, nous avons interviewé plus de 40 chercheurs. Nous avons été voir les archives à Aix-en-Provence, ici à Nouméa, en Algérie. On a été visiter les musées du bagne. Je veux dire, on a essayé de faire un travail le plus documenté possible et d'être le plus impartial possible. Et donc ces déportés partagent aussi également l'histoire avec d'autres déportés, des Français, absolument, des Antillais. Absolument, les déportés algériens ont côtoyé les déportés de la commune. Ils étaient à l'île des Pins avec Rochefort, avec Louise Michel. Et d'ailleurs, les écrits, les témoignages que nous avons sur les Algériens, ce sont les communards qui les ont écrits. C'était des poèmes, c'était des portraits. D'ailleurs, ils étaient frappés par leur beauté, par leur port, par leur noblesse. Je veux dire, c'était vraiment pas n'importe qui. Avant de continuer, donc on va peut-être passer un extrait du film que vous avez produit qui s'appelle Le Retour. Je vous propose, chers téléspectateurs, de regarder un extrait. Al-Ulma, Guelt el-Zerga, terre natale des Haïfa. Toute la tribu est là pour accueillir son enfant. C'est pas vrai.
Par ces voyages, ils ont honoré le serment fait à leurs vieux. Ils peuvent enfin reposer en paix pour l'éternité. Voilà, donc en réalisant justement ce film, donc on a pu voir un extrait. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir réalisé un rêve? Bah oui, en quelque sorte, c'est un rêve parce que là, on a contribué à faire revenir ses descendants sur la terre de leurs origines et à découvrir des familles dont ils ne soupçonnaient même pas l'existence. Bon, ils devaient savoir qu'ils existaient, mais il n'y avait pas le lien. Donc pour certains, on les a carrément retrouvés. Hein. Pour d'autres, ils avaient déjà fait le chemin, mais ils n'avaient pas fait le pas. Il n'avait pas fait le voyage. C'est facile aujourd'hui de pouvoir trouver sa généalogie, de pouvoir... C'est pas facile parce que à l'époque, les noms, par exemple... Des portes s'ouvrent, on va dire. Voilà, c'est ça. Les noms et les prénoms, on mettait les noms à la place des prénoms. Les villages n'avaient pas les mêmes noms. C'est un peu compliqué. Mais c'est possible. Quand on veut, on peut, je pense. Hein. Alors, nous arrivons peut-être à la fin de cet entretien. Donc, on peut dire beaucoup de choses, mais voilà, on va peut-être rajouter la prochaine fois des choses quand on aura plus le temps de discuter sur ce sujet. Alors, est-ce que vous avez un message à passer à tous ces déportés, aux Calédoniens, aux Kanaks, justement, parce que beaucoup de métissage aujourd'hui entre ces ethnies. Est-ce que vous avez un message à passer aux Calédoniens aujourd'hui? Ben oui, c'est-à-dire que là, c'est une histoire commune. Hein. L'année dernière, nous avons reçu les représentants de la communauté kanak qui sont venus accompagner les descendants de déportés. Et c'est-à-dire, ils venaient dans leur famille aussi, parce qu'ici, ils vivent ensemble. Et il y a beaucoup de métissage. Donc, ça, c'est l'histoire de la Nouvelle-Calédonie. Et je pense que, il faut accepter l'histoire aujourd'hui. Absolument, absolument. C'est très important. Voilà, Fatia Belhadj, merci d'avoir accepté cette invitation. Mais merci à vous. Allez, on passe tout de suite à notre agenda du pays. Salut Davina, donc on est jeudi, alors qu'est-ce que tu nous proposes dans l'agenda du pays? Bonjour Élise et bonjour à vous à la maison. Je te propose qu'on aille à Maré. D'accord. Parce que la dernière fois, je vous avais parlé effectivement de la fête du Effectivement, Wadjouyou. Voilà, c'était pour le transport. Le transport pour vous acheminer donc à cette fête du Wadjouyou. Aujourd'hui, je vous parle de son programme tout simplement. Alors, vous seront proposés durant cette fête qui est donnée, je vous rappelle, du 7 au 10 novembre du côté d'Euro à Maré. Eh bien, vous seront proposés durant ces 4 jours des dégustations de plats traditionnels, des découvertes de l'île, des randonnées. Il y aura aussi un concours de pêche pour ceux qui... il y a plein d'amateurs de pêche ici. Hein. Il y aura aussi de la musique avec différents groupes. Il y aura des chorales qui seront présents durant ces 4 jours. Ça va être vraiment la fête haro pendant 4 jours. Donc voilà, si vous êtes intéressés, n'hésitez pas. C'est organisé par l'Association des pêcheurs de Maré et la province des îles. D'accord. Et des îles, on s'achemine vers la Grande Terre et on parle de la fête du cheval à Ouégoua. Oui, tout à fait. Direction Ouégoua pour la fête du cheval. Donc, et puis, c'est aussi l'occasion de fêter la journée du patrimoine en même temps. Voilà. Ça se passera le samedi 8 novembre. Et ce sera donc proposé là-bas, du côté de Ouégoua. Il y aura une visite de l'ancienne mine d'or et de l'ancienne mine de cuivre. Je ne savais même pas qu'il y avait ce genre de mine ici. Donc voilà, à découvrir. Vous pouvez également visiter le village. Hein. Il y aura l'internat, le collège, la mairie, la chapelle qui seront ouverts pour ceux qui veulent visiter. Et durant ces journées, il y aura de nombreuses courses de chevaux, d'où le nom Journée du cheval. Toujours à Ouégoua, cette fois-ci, on va parler du concours de pêche au gros. Donc ça se passera sur le site du camping d'Amos. Pour tout renseignement, il y a donc un numéro de téléphone pour ce qui concerne la fête du cheval et puis ce concours de pêche. Le numéro de téléphone, le 82 14 43. Et puis pour finir sur les infos, donc nos amis de Ouégoua peuvent noter aussi qu'il y aura un marché au village le samedi 15 novembre. Voilà, donc n'hésitez pas à aller à Ouégoua, il y a plein d'activités et une occasion d'aller visiter la commune. Et ensuite, on parle de l'actualité sportive en province Nord. Tout à fait, un petit rappel, hein, il y aura la dernière étape du Grand Prix des raids de la province Nord. Donc ce sera sur Bélep le 9 novembre. Donc voilà, c'est une course hors classement, c'est vraiment pour s'entraîner, pour le plaisir de courir. Mais voilà, et puis une occasion aussi de découvrir Bélep, pourquoi pas. Donc au programme, eh bien, un raid de 16 à 22 km, ça dépend. Donc ça s'adresse aux coureurs de 18 ans minimum. Hein. Ceux qui sont plus jeunes ne pourront pas concourir. Il y aura un mini raid de 7 à 10 km. Là, c'est pour les plus petits, donc 14 ans.
vous pouvez commencer à vous préparer, les chaussures, tout, on y va. Renseignements et inscriptions, donc 25 35 11, le numéro de téléphone. Et puis, ben, il y a également cette adresse, pardon, ce site, www.njuco.com, pour ceux qui souhaitent récupérer le règlement. Notez ce petit truc-là, le mercredi, à partir de ce mercredi 5 novembre, eh ben, vous aurez une pénalité si vous vous inscrivez à partir de 17 h le 5 novembre. Donc, essayez de le faire avant, hein, chers amis téléspectateurs. Voilà, et maintenant, tu nous emmènes à Touo pour une petite journée un peu spéciale. Oui, Elise, alors à Touo se prépare une journée art culinaire de toutes les ethnies qui sont présentes sur la commune de Touo. Ça se passera le samedi 15 novembre au marché communal. Donc voilà, c'est organisé par le service animation de Touo en partenariat avec l'association Initiative et Animation de Touo Tchemoui. Donc c'est quoi cette journée? Eh bien, c'est sur le principe que tu invites donc toutes les communautés, toutes les ethnies qui sont là et tu leur demandes, bah, préparez-nous votre plat typique traditionnel. Tout le monde arrive donc le 15 novembre à 8 h et puis ben, bien sûr ces plats seront mis en vente. Hein. C'est l'occasion aussi de partager, de découvrir les différentes autres communautés qui cohabitent. Des échanges culinaires. Voilà, tout à fait. Il y aura aussi des groupes de danse qui seront invités. Voilà. Et en fait, maintenant, on fait un rappel plutôt sur un sujet plus sérieux parce qu'on parle de la mission d'accompagnement à la scolarité en province Nord. Oui, voilà, qu'on appelle plus communément donc la MASCOP. Je vous rappelle qu'elle propose d'apprendre ou de réapprendre à lire. Hein. Ici, il y a encore beaucoup de Calédoniens qui ne savent pas lire et écrire. Donc, il ne faut pas hésiter, allez-y, ils sont là pour vous aider. Ouais. Il y a des professionnels qui donnent des cours et ils sont habitués à vous apprendre ce genre de choses. Hein. Il le faut, c'est important. Aujourd'hui, on a besoin de savoir lire pour tout, hein, pour toutes les démarches administratives ou autres. Donc voilà, c'est donné du côté de Pointe-Dimier, ça se trouve à côté de la médiathèque, dans le bâtiment A au premier étage. Il y a aussi un numéro de téléphone, donc si vous souhaitez les contacter, le 47 10 17. Et moi, j'ai envie de vous dire, chers amis, qu'il n'y a pas d'âge pour apprendre, donc allez-y. Voilà, n'ayez pas honte, même pas la peine d'avoir peur. Tout le monde peut apprendre à tout âge. Voilà. Et pour finir, on va à Koumak. Oui, alors à Koumak, on commence avec le club Body Gym, donc, qui propose toujours ces stages de danse country. Là. Donc, que vous soyez seul ou en couple, vous pouvez participer. Donc, ça se passe tous les mercredis. Il sera donné des cours de 18 h à 19 h 30. Donc, ceux qui souhaitent avoir un numéro de téléphone, c'est celui-là, le 42 76 04. Les cours sont donnés à tous à partir de 14 ans. D'accord. Et parce qu'on est à Koumak, eh ben on y reste. On parle des inscriptions à la cantine. Tout à fait. Sujet un peu plus sérieux. On parle des inscriptions. Donc, c'est une note qui nous vient de l'internat provincial de Koumak à l'attention des parents donc pour l'inscription ou la réinscription à la cantine pour l'année scolaire 2015 qui arrive très prochainement. Donc, ça concerne les élèves qui sont en maternelle, en primaire, au collège, à l'ALP ou encore à l'école de Wanap. Attention, chers parents, c'est pas parce que sur leur dossier c'est écrit demi-pensionnaire que forcément ils sont inscrits. Il faut refaire la démarche, donc renseignez-vous auprès de l'internat de Koumak, pardon, le numéro de téléphone, le 47 61 13, et vous avez quand même jusqu'au 5 décembre, mais n'attendez pas le dernier délai, bien sûr, hein, faites-le avant. Voilà, merci Davina pour toutes ces informations. On te retrouve demain pour l'agenda du pays. Tout à fait, Elise, à demain. Au revoir tout le monde. Alors, on retrouve Duke pour notre rubrique C'est bien de chez nous. Alors aujourd'hui, on parle d'un arbre qu'on appelle oueng, hein, si je prononce bien en langue négoné, et cet arbre a des caractéristiques dont nos vieux ont su tirer donc profit. On le trouve donc un peu partout hein, sur le pays, dans les forêts, qu'on peut qualifier de secondaires. Bonjour Duc. Bonjour Elise, bonjour à vous à la maison. Alors Elise, oueng, comme tu l'as dit, oueng en négoné, et Dodonea viscosa en langage scientifique. Alors Elise, cet arbre, on peut le distinguer par ses feuilles. Il a des petites feuilles ovales, vertes foncées, et puis qui rougissent à la fin en vieillissant. Et puis, certaines personnes croient que, parce que pendant la période de la floraison, l'arbre ne change pas de couleur, en fait. Même les fleurs, elles sont presque, on peut difficilement les distinguer.
elle ressemble un peu aux fleurs, tu sais, les fleurs de, comment on appelle ça là, les jamelonies. Et quand elles ne sont pas encore écloses, tu sais, c'est des toutes petites boules là, enfin, toutes petites du coup, avec la verdure du feuillage, on peut vraiment difficilement distinguer les fleurs. Par contre, c'est les fruits de cet arbre-là, les fruits du oueng, comme on dit en négoné, qui ressemblent à des fleurs, des véritables fleurs, qui rosissent, on dit ça comme ça? Rougissent, et je oui, crois. voilà, qui rougissent à la fin. Et puis, c'est cette fleur-là qui donne une couleur rouge à nos petites forêts secondaires, comme tu as dit. Et puis, notamment, depuis le mois de septembre, là, la montagne de Montravelle qui est toute rouge. On peut reconnaître facilement la plante. C'est ça, Alice. Alors, justement, on verra son aspect dans le reportage qui va suivre. Mais est-ce que tu peux nous donner déjà comment nos vieux ont su tirer profit de cet arbre? Alors, Alice, ce qu'on peut dire déjà sans dévoiler le contenu du reportage, c'est qu'on retrouve les feuilles du oueng, là, on les retrouve par exemple dans certaines préparations médicinales, la médecine des vieux du pays. Et puis de son bois, on en faisait, les vieux en faisaient, et puis certaines personnes encore aujourd'hui sur Négoné, ils utilisent le bois pour façonner différents outils qu'on va retrouver par exemple dans la culture de l'igname, Élise. Mais Élise, je vais pas t'en dire plus. On va plutôt regarder ce reportage. Alors en fait, voilà, je suis allé déranger mon papa, mon papa sur Montravelle. C'est ça. Alors il était dans son champ et puis je suis allé lui demander lui poser quelques questions sur cet arbre-là, pardon, Lise. Et puis voilà, il nous partage un peu ce qu'il sait sur cet arbre, ses vertus, comment utiliser, comment exploiter un peu. Partage ce que les vieux lui ont partagé. D'accord. Alors voilà, Élise, on regarde ensemble ce reportage. Ici, sincèrement, j'ai fait un grand feu, quoi. Et bizarrement, il y a une petite forêt, j'ai jamais vu ça, même à Marais, j'ai jamais vu ça. Jamais vu ça. Même partout là, on voit pas. Grâce à ce qu'on appelle la culture sur brûlis, il y a des graines ici qui se sont vraiment, ils sont serrés comme des. Voilà, c'est le oueng, ce qu'on appelle la plante, le oueng qu'on disait tout à l'heure. Oueng, c'est avec ce tronc-là qu'on fait les baramines, son feuillage, les lougots, comme on dit tout à l'heure. Et puis, on verra tout à l'heure aussi avec les gras de coco, plein de choses. Mais voilà, le oueng, donc ça s'est régénéré là. Et je me suis dit, je suis passé à Ouassé quand bonjour les gens de Ouassé, merci beaucoup pour le travail que vous faites là-bas à Ouassé. Je me suis dit que la chaleur des terrains miniers, il peut aussi favoriser justement l'éclosion de tout ce qui est graines endémiques. On a vu pour certaines plantes comme le wekessi, tout ça, il y a des techniques modernes, on les brûle un peu ou on les fait bouillir un peu. Ou certains haricots qui sont assez lents à germer, on les fait bouillir un peu pour vieillir artificiellement l'enveloppe pour que la germination s'effectue assez vite. Quand je regarde cette plante fleurir qui s'appelle oueng, oueng, je me dis comment les vieux ont pu donner un nom comme ça. Effectivement, ça montre que la science n'est pas le propre des pays développés, c'est nos vieux aussi ont des capacités d'observation, d'observer l'environnement et d'appeler les choses telles qu'ils ont observées. Oueng, dans le mot oueng, on va dire littéralement. Littéralement, ou, c'est un son, un cri, ou. Eng, c'est une floraison. Et c'est drôle parce que quand un bébé il sort du ventre de la mère, on provoque le cri de la vie. Et j'ai envie de traduire littéralement oueng, le cri de la vie, le cri de la naissance. Comme c'est un arbre, le mot ou, c'est-à-dire le son qu'on entend là, devient visuellement une hauteur. C'est une hauteur physique, ça devient oueng. Il faut lever la tête pour regarder cet arbre, oueng. Voilà. Une floraison qui s'est fait en hauteur, c'est un arbre qui fleurit, mais vraiment, vraiment, vraiment. C'est comme un feuillage qui tourne. Voilà. On ne voit plus de taches vertes, que des fleurs. Que des fleurs. Oueng. Et quand ça sèche, voilà, ça donne ça. Là, ça va sécher jusqu'à ce que ça va tomber. Et ça, comme des fleurs en papier, carrément, comme des petits fleurs en papier. Avec des
une forme assez bizarre qui permet à un moment donné, je pense, de flotter par elle-même dans les courants d'air qui traversent, qui longent la côte est comme ça, ou qui vient d'Île des Pins, qui vient avec le vent dominant, quoi, sud-est. Quand on passe sur la grande route, en bas, la grande route qui nous amène dans la ville, dans la modernité, dans les grandes surfaces, dans les grands magasins, dans les champs modernes, comme on dit. Eh bien, on peut toujours lever la tête pour regarder vers le mois d'août, ou après le mois d'août, juin, août, septembre, on est au mois d'octobre, ou dans le mois courant septembre, vous voyez, ça commence à rougir la montagne. Mais déjà au mois d'août, dès qu'il fleurit, c'est le moment des récoltes, de récolter certaines espèces d'igname. Voilà. Donc, il suffit de lever la tête puis regarder sur le mont Ravel, au-dessus de la cité mélanésienne, pour retrouver des signes qui nous parlent, des trucs qui nous parlent. Voilà. En 5 ans, voilà, ça donne ça donne des grands arbres. Et contrairement au mimosa, qui est une racine perforante, c'est très intéressant le mimosa parce que ça fixe aussi les sols, celui-là, il a une racine qui se développe en surface, donc ça fixe le dessus du sol, c'est-à-dire toute l'humus s'est développée là, ici. Et voilà, les petits muscles, on a vu tout à l'heure, voilà, ça donne ça. Voilà. Et avec son tronc à lui, donc on choisit des arbres, donc j'en ai coupé un là-haut, sacrifié un justement pour sauver les autres. J'en ai coupé un pour justement faire une démonstration de ce qu'on appelle le goupeng. Le goupeng, c'est le piquet en bois, ce qu'on appelle la baramine, ou le bulldozer aujourd'hui, quoi. Voilà. Voilà, c'est le oueng qu'on a sacrifié là-haut dans la montagne. Comme on dit, pour sauver les autres espèces. Et comme je disais tout à l'heure, si on éradique tous les cassia, moins de réchauffement du tronc ou l'arbre est sèche. L'arbre est sèche complètement. Et on a vu tout à l'heure que pour se régénérer, il reprend tout ça. Il y a plein de phénomènes naturels qui doivent intervenir. Là, je suis en train de les courter. Voilà. C'est un bois qui est très dense. Il est très dense. Donc il est bien lourd. Vous voyez dans certaines photographies, on voit les vieux tenir des piquets en bois, qu'on appelle aujourd'hui la baramine. Et à chaque fois je me renseigne pour voir quel type de bois c'est. Je parle ici sur la grande terre. Donc c'est certainement une espèce qui ressemble au oueng. C'est un bois très dense qui n'a pas de... Le cœur est très dense quand il est vert, il tient presque le même poids quand il est lourd, quand il est sec. Donc c'est une plante qui n'a pas besoin de beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau pour se... Voilà. Il a une écorce très fine déjà, donc pas besoin de beaucoup d'eau. Le goupeng. Le goupeng est taillé comme ça, exactement comme la baramine qui est là, comme je disais tout à l'heure. Sauf que celle-là, il a une pointe pointue, il a une partie plate. Celui-là pour découper, pour soulever les maux de terre. Celui-là, il fait les deux. Sauf qu'il ne découpe pas la racine. Il ne découpe pas la racine. Elle soulève simplement les racines d'arbres qu'on a brûlées. Donc elle maintient tout l'équilibre encore du sol. Par contre, cette baramine en fer, en taillant les radicelles du bois de l'arbre qu'on a brûlé pour planter à la base l'igname, et on provoque quand même on appelle ça, un déséquilibre du sol. Donc la manière de travailler nos vies avant les mines, quand on travaillait aux baramines, il y avait moins de déséquilibre. Maintenant avec les bulldozers, tout ça c'est... Voilà. Le goupeng, c'est l'ancêtre de ce qu'on appelle la baramine. Voilà. Et la baramine moderne maintenant, c'est ce qui creuse là-haut dans les mines, parce que nos vies ont creusé les mines, c'est pour ça qu'on dit baramine, parce qu'ils ont effectivement creusé les montagnes ou les routes avec cet outil en fer. C'est en fer, celui-là il est en bois. Aujourd'hui, c'est remplacé par des bulldozers. Donc le bulldozer, lui, il est l'ancêtre du bulldozer aussi. Le goupeng est l'ancêtre du bulldozer. Le résultat de son travail, l'utilisation de cet outil-là, c'est-à-dire labourer la terre, pour planter l'igname, on dit narapeng. C'est-à-dire la partie de la terre qui a reçu la baramine. Donc c'est la partie là où on va planter, quoi. Le narapeng, ça c'est goupeng. Ce qu'on m'a appris, c'est que la tête de l'igname, là où ça va germer, là où la tige va sortir, il faut la mettre du côté soleil levant, soleil couchant, là-bas, vers l'ouest, pointé vers l'ouest. Pourquoi? Parce que le soleil, il évolue vers l'ouest. Donc ça entraîne, comme le vent, comme l'effet de Oueng tout à l'heure qui suivent le vent, la tige d'igname
enfin, suivre l'énergie du soleil, le sens de l'énergie, la façon dont le soleil il évolue. Une autre utilité comme on disait tout à l'heure, on prenait les branches, on coupait les branches de houeng, on les laisse sécher, qui perdent leurs feuilles, et après on utilise ça. On utilise ces branches-là pour servir de tuteur à la base et empêcher que la tige d'igname touche terre, parce qu'avec la chaleur de la terre, elle brûle les jeunes tiges d'igname. Voilà, et puis elle permet à l'igname de courir par terre et puis de s'abriter des vents quoi, aussi. Comme je disais tout à l'heure, rien ne nous empêche de mettre un tuteur par la suite pour qu'après elle puisse monter dans le ciel ou monter sur d'autres arbres. Puis une petite parenthèse, on l'utilise aussi pour faire un balai, de balayer le feuillage avec ça. Un balai ou un râteau. C'est-à-dire que le râteau moderne qu'on voit là, ben, celui-là il est plus ou moins, on peut dire que c'est la façon dont nos vieux utilisaient le râteau. Voilà. Voilà. Pour ratisser les feuilles de la cour. Voilà, comme ça. Voilà pour la petite parenthèse, quoi. C'est plus ou moins les Anglais qui ont amené le grattoir pour qu'on puisse gratter le coco et fabriquer l'huile de coco et cuire ce qu'on appelle le bougnat. Donc nos vieux, à un moment donné, à défaut d'avoir un grattoir à la maison, ou au champ, quand ils sont au champ, quand on est au champ, donc on taille encore le houeng d'une manière arrondie de l'extérieur, de l'autre côté, et ici de manière très plate. Voilà. Donc on se sert de ça pour gratter le coco. En langue vernaculaire, en négonais, le grattoir, le gratte-coco, on dit yemadou. Le yemadou. Et quand on gratte le coco, on dit koulorwanu. Le mot koul, c'est l'équivalent de sculpter. On dit koulori sculpter le bois, sculpter koulori été, c'est sculpter la roche, voilà. Le yemadou. Et voilà. Quand on est au champ, puis on n'a pas de grattoir, on n'a rien du tout, et on veut se faire un petit. Et voilà ce que ça donne. Voilà. Voilà. On repose là, comme ça. Voilà, une des fonctions de cet arbre aussi, c'est qu'il a l'avantage de tout vert et d'avoir des petites branches, des petites brindilles comme ça, là. Des petites brindilles, voilà. Donc on les cueille, on appelle les lougots tout à l'heure. On appelle ça des lougots. Voilà ce qu'on appelle les lougots. Voilà, donc on prend un petit tas comme ça. On écrase un peu comme ci. Je prends un peu de son écorce tout à l'heure. Ça là. Une écorce qui est comme du papier carrément, comme du. Voilà. J'en ai préparé là. Voilà. Je mélange le tout là comme ça. Voilà. D'autres bois qu'on va ramasser un peu par là. C'est malheureux parce qu'on n'a pas les techniques encore, on n'a pas maîtrise plus les techniques pour faire du feu aussi. On dit en négonais awaek, les éléments qui servent à faire le feu. Donc on va utiliser le awaek qui est là pour l'instant, moderne. Voilà, le aïchaba c'est ça là, c'est ce mélange de feuilles là. Toutes les feuilles des arbres, les houeng, les meruyo, yebolé, le yemou, gaillac. Le yebolé, je sais pas, c'est chingom, je sais pas comment on appelle ça. Voilà toutes les feuilles qui poussent, qu'on appelle ici la forêt sèche, mais c'est un peu trop faible, la forêt sèche, on va dire la savane, c'est mieux, le goutaoueng. Tout ça pousse au goutaoueng. Donc, comme je disais tout à l'heure, on a la feuille de meruyo, j'ai la feuille de houeng, la feuille de gaillac, et j'ai pris les feuilles rouges de houeng, les feuilles rouges, les vieilles feuilles, parce que la plupart des médicaments que j'ai vus, la feuille de meruyo, quand elle rougit aussi, c'est que des feuilles qui rougissent. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà, il y a une chlorophylle qui passe au rouge. Mais on mélange avec ces feuilles-là parce qu'elles sont arrivées à un stade de vieillissement qui permet une meilleure dilution dans l'eau. Voilà. Et mélanger avec les feuilles vertes, ça permet de garder un peu plus longtemps la solution parce qu'elle met du temps à se diluer. Voilà.
Et on sait que quand ce genre de médicaments il reste assez longtemps dans l'eau, il y a un genre de pourrissement qui donne à la solution qu'on va boire des propriétés de purge qui permet à l'enfant de se purger, de nettoyer son ventre ou chacun de nettoyer son ventre, d'attendrir le système digestif. Voilà. Voilà, donc c'est un bel arbre hein, que tu nous as donc fait découvrir là. Et puis avec ces belles couleurs, et puis on est loin hein, quand même d'imaginer toutes les vertus et toutes les différentes façons d'exploiter le Houeng. C'est vrai, Lise. Et puis tu as pu le remarquer que dans certains ronds-points de Nouméa, on peut voir cet arbre-là qui fleurit en ce moment encore. Et puis voilà, il est de plus en plus mis en valeur dans les jardins. Moi, j'avais vu ça quand j'étais en Nouvelle-Zélande, bien avant que les pépiniéristes ici commencent à l'utiliser, à planter ça dans les parkings, les ronds-points, tout ça. J'avais vu ça en Nouvelle-Zélande. Il faisait assez froid en plus. D'ailleurs, j'ai oublié de le souligner dans notre premier plateau, là, que cet arbre-là, il peut résister à... Enfin, il se développe assez bien dans des climats tout ça, qui peuvent atteindre des températures jusqu'à moins 10 degrés quand même. Du coup, voilà, il est assez résistant. Et puis, il peut atteindre aussi 3 mètres, on le qualifie d'arbuste, mais il peut atteindre carrément 3 mètres, cet arbre-là. Et puis voilà, c'est un bel arbre. Et puis, après, à travers ce qu'on a vu dans le reportage, il a plusieurs vertus, plusieurs utilisations. Et puis, on parle beaucoup d'écologie aujourd'hui. Oui, il y a l'aspect écologique, tu as voulu souligner. Oui, et puis on se rend compte que voilà, on n'a rien à envier aux nouvelles technologies, puis aux nouvelles théories sur tout ce qui est écologique, parce que nos vieux avant, ils avaient déjà tout ça dans leur façon de vivre ici au pays, dans leur façon d'exploiter les arbres comme le Houeng, tout ça. Et puis, en tout cas, ils possédaient une pharmacie naturelle qui existait déjà, on va dire ça. Ils n'avaient pas besoin d'envier nos pharmacies, on va dire, d'aujourd'hui, avec nos nouvelles technologies qui nous rendent aveugles. Maintenant, on va dire qu'on est un peu fainéant hein, pour aller chercher les médicaments C'est vrai, mais voilà, les champs. Le savoir, tout ce qu'il y a à savoir, c'est encore là. Il suffit de l'entretenir et puis voilà, développer ça avec, justement, tu parles de nouvelles technologies, tout ça. Maintenant, on a plusieurs choses, plusieurs outils pour développer les savoirs que nos vieux nous ont légués. Et puis, voilà, on espère que... Il suffit de les exploiter. Voilà. Oui, et puis voilà, tous nos petits frangins, toutes nos petites frangines qui vont étudier en métropole ou qui partent à l'étranger pour acquérir tous ces savoirs-là, on est certain qu'ils reviendront ici au pays pour développer tous ces savoirs-là, comme on a vu à travers le reportage. Voilà, donc merci à Théo Menongo de nous avoir permis de rentrer dans son champ, et merci Dieu Menongo de nous avoir parlé du Houeng. Merci. Merci Elise et merci encore à vous à la maison. Voilà, et on passe tout de suite à notre rubrique Job et éducation. Bonjour Marie-Hélène, alors quelle est la thématique du jour ? Bonjour Élise et bonjour à vous chers téléspectateurs. Alors aujourd'hui on va parler du BAFA Élise. D'accord. Je pense que tu en as entendu parler. Beaucoup dans cette chronique et même dans l'agenda du pays. Mais ça fait du bien de parler, de revenir sur des sujets importants. Oui, surtout ce diplôme-là, il est très important Élise. Alors il s'agit du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur qui ouvre beaucoup de portes, on verra ça. D'ailleurs chaque année on entend parler des formations organisées par des associations et elles cherchent en permanence des animateurs. Oui, parce que dans le secteur de l'animation, en fait, il y a beaucoup de besoins. On le sait, on l'a déjà dit, effectivement, il y a beaucoup plus de centres aérés qui sont organisés de nos jours. Donc, tu te doutes bien que pour des centres aérés, il faut des animateurs pour qu'ils puissent être organisés. Et puis ensuite, comme le recrutement se fait aussi auprès des jeunes à partir de 17 ans, on peut se dire aussi que le jeune n'est pas forcément disponible à chaque vacances. Donc, il y a toujours un besoin permanent, finalement, d'animateurs à cause de ces particularités. Alors, il y a ce diplôme dont tu nous en parlais tout à l'heure, le BAFA, le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur. Est-ce qu'on connaît l'histoire de sa création ? Oui, c'était une question peut-être qu'on ne s'est jamais posée. Alors, d'où vient ce BAFA ? Figure-toi que ce fameux brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur, il a été créé, si tu veux, en même temps que se sont organisés les premiers centres de vacances. Avant, on les appelait les colonies de vacances, tu t'en rappelles ?
je me rappelle. Voilà, donc il y avait ces premiers camps de vacances, ces premiers camps itinérants. Et donc, les familles ont commencé à prendre l'habitude à envoyer leurs enfants, voilà, en colonie de vacances. Voilà, en centre de vacances. Voilà, en centre aérien, en colonie de vacances, pour se changer les idées. Et puis également pour apprendre aussi la vie ensemble, la vie en communauté, la vie à plusieurs, quoi. Alors les jeunes, justement, qui s'impliquaient dans l'organisation de ces centres aérés étaient volontaires, j'imagine, à l'époque. Oui, tu imagines bien, Élise. D'ailleurs, cette notion de volontariat, elle est restée pendant des années. Et puis ensuite, si tu veux, au fil des temps, les choses évoluent. Donc du coup, des structures, si tu veux, d'hébergement permanentes sont créées. Dans ces structures-là sont organisés des centres aérés. Donc voilà, les familles ont plus de choix. D'accord. Et puis comme ça, les familles, comme tu le dis, on va dire, ont beaucoup de choix pour envoyer leurs enfants un peu partout au pays. Et puis, on va dire que les colonies de vacances, aujourd'hui, se déplacent. Donc, du coup, sont itinérants, comme tu l'as dit tout à l'heure également. Oui, tout à fait, Élise. Et donc, à cette période-là, en fait, lorsque on a plus d'offres, si tu veux, de centres aérés, et les personnes qui gèrent, si tu veux, ces structures d'hébergement, qui sont donc les associations, elles se rendent compte que organiser une formation va permettre d'aller encore plus loin, si tu veux, dans les animations qui sont donc proposées. Donc, il faut s'y connaître pour pouvoir se mettre sur ce type de projet. Eh bien oui, parce que tu penses bien que lorsqu'on s'occupe des enfants, il faut quand même, tu vois, leur proposer des choses intéressantes, il faut leur faire apprendre des choses en permanence, il faut les stimuler. Donc, si tu veux, l'offre aussi d'animation évolue. On parle désormais de projets pédagogiques, voilà, pour favoriser le développement personnel de l'enfant, pour lui permettre d'apprendre aussi beaucoup de techniques. Et pour cela, il faut être formé. C'est l'idéal. Donc, après toutes ces années, le BAFA existe toujours. C'est incroyable quand même. Eh bien oui, parce qu'il a beaucoup évolué, comme tu le disais depuis tout à l'heure. Oui, et puis le diplôme, il naît quand, Élise? En 1973. Ah d'accord, c'est pas tout jeune. Voilà. Lorsque cette formation-là, en fait, lorsque les gens des associations se sont rendus compte qu'il fallait une formation, est né, donc, a été créé, donc du coup, le fameux BAFA. Ça fait 41 ans maintenant. Et souvent, le BAFA permet justement aux jeunes d'exercer leur premier métier, on va dire ça. Oui, c'est exactement ça, Élise, tu as tout à fait raison, puisqu'ils se retrouvent à encadrer un groupe d'enfants. Du coup, naissent les premières responsabilités. Première expérience. Professionnelle, exactement. Et voilà, je veux dire, c'est une super expérience pour les jeunes. Et puis, tu sais que ce diplôme-là aussi, il ouvre la voie vers les métiers de l'animation. Comme quoi, par exemple? Eh bien, si tu veux, au départ, c'est pas au départ d'ailleurs, le diplôme, il permet tout d'abord à un jeune de devenir animateur occasionnel. Mais si on a envie d'en faire son métier à temps plein, eh ben, le premier diplôme qui sera demandé pour poursuivre des études, ça sera le fameux BAFA, le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur. D'accord. Et lorsqu'ils annoncent justement les formations dans le secteur de l'animation, on entend parler de stages d'approfondissement. Donc, c'est la suite logique de la base, c'est ça? Exactement, Élise. Alors, c'est en fait la troisième étape, figure-toi, de ce diplôme. Alors, l'objectif, c'est que les animateurs, si tu veux, ils apprennent de nouvelles techniques d'animation. Donc, les besoins, ils sont décidés en fonction du type d'animation que l'on souhaite proposer dans tel ou tel secteur géographique. Ensuite, si tu veux, voilà, les personnes qui ont déjà suivi les deux étapes précédentes, postulent pour échanger avec d'autres animateurs sur les expériences, ce qu'ils ont déjà vécu. Mais je te propose qu'on aille à Wailou, cette fois-ci, où a été organisé justement un stage d'approfondissement au brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur. Le thème qui était choisi était les activités artistiques et culturelles à travers les nouvelles technologies. On regarde de suite le reportage d'André Ravel. Ici, nous sommes à la maison commune de la tribu des Nédiouins, donc dans le district de Waraï. Et ici, on est en train de mener une formation approfondissement BAFA. Donc BAFA, ça veut dire brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur. Là, il y a 12 personnes qui suivent cette session de formation et elle dure 6 jours. Alors les thématiques abordées sont le théâtre, l'art plastique, chant et danse et le multimédia. Alors les stagiaires, ils viennent de UVA, Lifou, Maré et puis de Wailou. Le BAFA, ça m'a apporté beaucoup de choses, surtout moi je suis une fille qui est timide. Puis à cause du BAFA, la première fois qu'on a passé la base là-bas à Nédivé, j'ai su vaincre ma timidité.
Puis c'est ça qui m'a permis aussi de parler aussi devant le public, de faire partir la peur, quoi, parce que c'est pas évident de parler devant tout le monde. Ils m'ont appris à animer, à chanter, danser. C'est une chance pour nous de passer le BAFA parce que c'est un diplôme déjà, un plus pour pouvoir trouver rapidement du travail. Et puis ça peut faire aussi de l'argent de poche. Et logona de leomade ala ode manga jambu yere injo. Alors les 3 étapes nécessaires au BAFA, c'est la première étape, c'est la base BAFA qui dure 8 jours. Ensuite, il y a la deuxième étape, c'est le stage pratique, donc 14 jours de stage pratique. Ensuite, la 3e étape, c'est celle-ci qu'on est en train de mener, donc l'approfondissement BAFA, et qui se déroule en 6 jours. On a commencé la base avec CMEA Poirawaro de Poidimier. On a commencé en année 20 et après, on l'a mis en pratique dans les centres aérés. Avec les enfants, on a beaucoup déjà proposé différentes activités adaptées à leur âge. Comment il faut déjà veiller à leur sécurité et puis voilà, de participer à différentes activités. Ils vont nous présenter en fait leur projet d'animation. Donc là, leur projet c'est multimédia et là on va les écouter. Voilà, on a fait sur multimédia. Le constat c'est on est tous ensemble et on n'a pas de livre qui montre l'environnement d'ici. Le but, c'est de créer un livre. L'objectif, favoriser la maîtrise de la technologie moyen humaine. Voilà, c'est lui. Pour commencer, je vais lire une histoire. Donc, c'est l'histoire d'un groupe d'enfants qui se baladaient dans la tribu de Bobo. Sur la route, main dans la main, 2 par 2, ils chantaient, dansaient, tout joyeux comme des oiseaux. Le problème, c'est que tous ces enfants n'avaient pas d'appareil photo. Maintenant, on va se lever. On va se lever. Alors la session d'approfondissement BAFA, elle consiste déjà dans un premier temps à faire que les stagiaires puissent faire un retour de leur stage pratique, de ce qu'ils ont pu vivre en centre de vacances. Et on va dire mener aussi des projets d'animation, apprendre à monter des projets d'animation. Et puis voilà, là on passe notre dernière étape, l'approfondissement, c'est approfondir nos connaissances, ce qu'on a fait en pratique. Donc les points abordés dans la session approfondissement BAFA sont en fait la réglementation, la connaissance aussi des publics, on fait une piqûre de rappel là-dessus, la posture de l'animateur et puis la menée de projets d'animation. Qui va prendre des photos? Moi je veux bien. Donc elles nous ont fait vivre une petite séquence de, on va dire, une séquence d'animation de leur projet. Et donc du coup là c'était aller à la recherche en fait, prendre des photos de cocotiers, de jamelonniers, de fleurs d'hibiscus. Et donc après la petite séquence là on va aller faire un retour. C'est-à-dire ceux qui ont mené l'animation, elles vont déjà parler de leur menée d'animation, comment c'était. Et puis ceux qui ont vécu l'animation, donc les animés, vont faire des retours aussi. Et puis il y a aussi un petit groupe à l'intérieur qui sont observateurs. Dans ça là, avec tous les âges, même les petits de maternelle, ils peuvent prendre des petits appareils photo et faire des photos. Enfin, ça c'est, oui, de 3 à 18 ans, quoi. Projet sur le multimédia. Maintenant, les enfants, ils aiment, on est à l'ère numérique et mettre des outils dans leurs mains, voilà, c'est juste les accompagner dans ce qu'ils auront envie de mettre, là-dedans, quoi. Donc on leur demande de travailler et de réfléchir sur leur capacité à analyser, donc déjà leur auto-évaluation et puis l'évaluation aussi de leur animation, de l'animation qu'ils proposent. Donc ça permet aux stagiaires aussi de pouvoir mesurer leur progression
et puis de pouvoir faire des bilans de leurs projets. On apprend beaucoup de choses. Puis voilà, on a tous atteint notre objectif, c'est de passer toutes les étapes du BAFA. Moi, je veux devenir animatrice parce que moi, j'aime bien vivre avec les enfants pour les vacances, proposer des activités avec eux, jouer avec eux, aller je sais pas moi, aller faire du VTT, faire des campings, aller à la pêche, puis tout ça. Ce qui m'attire dans le métier d'animateur, c'est d'être avec les enfants, de toujours veiller à leur sécurité, d'être avec eux et puis toujours être là. S'ils ont besoin de quelque chose, on est toujours là avec eux. Je veux être animatrice parce que voilà, j'aime les enfants et j'aimerais bien être dans les centres aérés, des campings de vacances, aussi pour passer aussi les vacances autrement avec les enfants. Pour moi, j'ai envie de créer moi-même mon centre à moi pour être animatrice. Chez moi, à la tribu, comme il n'y a pas encore de centre aéré chez moi, à cause du BAFA, moi je peux créer moi-même le centre pour moi, chez moi là, à Marais. Eh bien, dis donc, il n'y a que des filles, hein, comme on dit chez nous. C'est nous les vrais. Bon, certaines ont déjà, et puis certaines ont déjà une idée précise de ce qu'elles souhaitent faire, hein, une fois diplômées. On va dire bravo les filles. Hein. Oui, c'est vrai que c'est encourageant. Et puis voilà, pour elles, c'est la dernière ligne droite, donc c'est génial. Hein. Alors tu sais qu'il y a un projet justement qui est sorti un petit peu du lot, qui a beaucoup plu à l'équipe des formateurs. Et il s'agit en fait d'une jeune fille qui a, à partir de la méthode du tressage, créé en fait des robes. Voilà, des robes, des sacs à main, des couronnes. Et donc, tu vois, il y a un pont entre modernité et tradition là qui a beaucoup plu, quoi. En tout cas, on voit même dans le reportage hein, que les filles elles sont épanouies. Alors justement, tu disais que la formation BAFA se déroule en plusieurs étapes. Donne-nous tous les détails. Alors c'est Patricia justement Seldran là, du CMEA hein, qui me l'a précisé parce que c'est vrai qu'on voit souvent ces annonces pour les formations et puis on ne savait pas trop faire la différence entre formation de base et puis stage d'approfondissement. Voilà. Donc il s'agit en fait de 3 étapes. Alors le stage de formation, si tu veux, général, c'est donc la base. C'est donc la première étape à passer. Alors, il s'agit d'un moment, si tu veux, en général, qui est très fort en émotion, puisqu'on découvre voilà, vraiment l'univers de l'animation. Ensuite, il y a donc un stage, si tu veux, de 14 jours, qui se déroule dans un centre de loisirs qui est donc... pratique. Oui, c'est la pratique. Ce centre de loisirs, il doit être quand même agréé hein, pour que le stage soit validé. Là, c'est voilà, la découverte du terrain et en général, c'est une expérience assez valorisante pour l'animateur. Ça, c'est donc la 2e étape. Et donc, pour la 3e étape, on vient de le voir donc, dans le reportage, il s'agit donc de ce stage d'approfondissement qui permet aux animateurs de développer leurs connaissances et puis surtout d'avoir toutes les clés pour vraiment penser et mener à bien un projet, en fait. Hein. En tout cas, ça donne envie hein, de faire justement ces formations. Alors, après toutes ces étapes, l'animateur stagiaire décroche le diplôme, c'est ça? Oui, tout à fait. Alors, il y a donc un jury qui se réunit. Ils ont donc en main, il a donc en main, pardon, ce fameux jury, donc le dossier des candidats qui contient les certificats en fait avec les appréciations, puisque à chaque étape correspond un certificat. Et donc en général, les appréciations sont le plus souvent satisfaisantes. Et au bout du compte, voilà, les animateurs ils décrochent le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur, quoi. Hein. Alors tu disais tout à l'heure que le BAFA ouvre la voie justement vers des métiers de l'animation. Quelles sont les perspectives d'évolution? Eh bien, si tu veux, lorsqu'on ne veut plus être un animateur occasionnel, on peut devenir animateur à temps plein. Et donc, pour pouvoir postuler, si tu veux, aux autres formations professionnelles, eh bien, il faut avoir le fameux BAFA. C'est vraiment la première marche, si tu veux, pour ensuite poursuivre vers d'autres aventures professionnelles. Donc, effectivement, les métiers sont divers, hein, tu t'en doutes bien. Hein. Bah oui.
Il y a, comme les animateurs qui interviennent dans les écoles, hein, pendant les temps périscolaires, c'est ça, hein? Exactement, exactement. Puis il y a aussi les animateurs culturels qu'on connaît dans les collectivités locales. Exactement, l'animateur communal. Il y a également les animateurs qui interviennent dans les foyers de jeunes travailleurs. Il y a également les animateurs d'action culturelle. Et puis ceux aussi qui interviennent dans les associations de prévention et puis dans les structures d'insertion des jeunes. Et puis comme des métiers comme éducateur SP, tout ça, on a besoin de cette expérience d'animation parfois quand on intervient auprès des jeunes. Oui, c'est vrai que lorsqu'on veut mener des projets en fait pédagogiques, c'est vraiment une corde en plus à son arc. Tu as raison, Élise. On comprend pourquoi le besoin d'animateurs est énorme. Bon, merci Marie-Hélène. On espère que les jeunes et même, on va dire, les adultes seront intéressés par cette formation. Merci. À bientôt, Élise. Au revoir. Alors, on retrouve notre rubrique Côté Plantes. Bonjour Bernard Suprin, donc nous sommes dans la chronique Côté Plantes. Alors aujourd'hui nous allons parler de la deuxième partie concernant le niaouli. Bonjour Élise, bonjour à tous. Effectivement, j'ai le grand plaisir de vous présenter la suite de cette plante qui pourrait faire l'objet d'un développement sur plusieurs heures, tellement il y a de choses à dire. Mais donc là on a choisi quand même de faire court. Et la dernière fois, on a dit où il poussait, à quoi il ressemblait. Sa présentation. Et maintenant, sa présentation. Et maintenant, aujourd'hui, nous allons parler de cette essence qui est contenue dans les feuilles. Et donc, c'est une essence qui s'appelle l'essence de niaouli ou l'huile de goménol. Alors l'huile de goménol, le goménol c'est une marque déposée et ça vient de Gomène en fait. Hein. D'accord. Et alors l'essence de niaouli a été repérée très tôt. D'ailleurs c'est une essence, c'est une huile essentielle qui est assez proche des huiles essentielles d'eucalyptus. Et il faut savoir que les eucalyptus et le niaouli, ce sont deux cousins très proches. Hein. D'accord. Les feuilles d'eucalyptus regorgent d'huile essentielle. Alors, c'est la même matière en fait les deux huiles ou il y a une différence à remarquer? Grosso modo c'est la même chose mais le parfum est différent. D'accord. Il y a quand même des différences au niveau de la composition chimique qui sont révélées par les chromatographies en phase gazeuse. Alors pour revenir à l'essence de niaouli, c'est un remède qui a été repéré très tôt par les Européens qui en ont découvert les facultés extraordinaires. D'ailleurs, ce sont les Mélanésiens qui ont montré ça aux Européens en premier. Et alors, pour extraire cette essence, on utilise une cuve. Ça ressemble beaucoup à la distillation, mais ce n'est pas de la vraie distillation. C'est l'extraction, c'est ça. Parce que la distillation, qui dit distillation, dit distillation de l'alcool. Là, on ne parle pas d'alcool. Donc, c'est de l'extraction à la vapeur. Alors, le principe, il est simple. On fait chauffer de l'eau. À ébullition, la vapeur d'eau passe à travers une grosse épaisseur de feuilles et entraîne la vapeur chargée d'huile dans un serpentin dont la fonction est de refroidir la vapeur, de la condenser, et s'écoule un mélange eau et huile essentielle pure. Et ce mélange s'écoule dans un vase florentin, donc c'est un vase de décantation spécial. Et comme l'huile essentielle, elle est plus légère que l'eau, elle se trouve donc en surface. Et donc il est très facile de séparer l'huile et l'eau. Donc l'eau, on s'en débarrasse par un robinet qui se trouve en bas et on récupère l'huile en surface. D'accord. Et il y a besoin vraiment d'une grande quantité de niaouli, de feuilles pour... On peut très bien faire une extraction à modèle réduit avec de la taille d'une cocotte minute, hein, ça c'est parfaitement possible, mais disons que dans la pratique c'est plutôt plusieurs, c'est au minimum 200-300 kilos de feuilles, je n'ai pas le chiffre exact, mais à l'heure actuelle
La distillation de Niaouli se fait chez M. Delubria à Boulou-Paris. Auparavant, Michel Point, qui est monsieur Niaouli, Monsieur Moustache, Tonton Moustache, est quelqu'un que j'appréciais beaucoup, qui est décédé dans des circonstances tragiques, il n'y a pas si longtemps. Donc Michel Point avait lancé la distillation, l'extraction du Niaouli dans toute la Grande Terre. Et donc ça marchait très bien. Et actuellement, donc, seul M. Delubria on fait encore sur Boulou-Paris. D'ailleurs, la quantité ne manque pas en Calédonie. Voilà, alors le problème, c'est plutôt le coût de la main-d'œuvre. Donc là, forcément, comme on récupère très peu d'essence pour une grande quantité de feuilles, j'ai plus le chiffre exact, mais c'est de l'ordre d'1 litre d'essence pure pour peut-être une tonne de feuilles, quelque chose comme ça. Donc ça demande quand même beaucoup de main-d'œuvre pour pas grand-chose. Et d'où le prix élevé de l'essence de Niaouli. Alors, ouais. On continue au niveau de son utilisation, donc, parce qu'après on va parler des propriétés de l'essence de Gomina. Alors l'essence de Niaouli, c'est un liquide qui est très clair, d'un jaune très pâle, presque blanc, et on le trouve sous forme de petits flacons dans le commerce. Et maintenant, on va parler donc des propriétés. Alors d'abord, c'est un antiseptique, désinfectant. Donc on peut l'utiliser sur des plaies infectées. Et à cet égard, c'était la panacée à l'époque pendant la Première Guerre mondiale, avec les poilus, les Calédoniens qui étaient dans les tranchées et qui avaient souvent de très vilaines plaies infectées qui commençaient à gangréner. Et la seule façon pour stopper la gangrène, c'était de badigeonner les plaies avec de l'essence de Niaouli. Évidemment, ça devait les brûler considérablement, ça devait être une torture, mais la gangrène s'arrêtait, la plaie pouvait se cicatriser dans d'excellentes conditions, parce que c'est une essence qui a un grand pouvoir cicatrisant également. Donc on applique comme ça sur, sur la peau. Et il y a aussi, on peut faire de l'inhalation également. Bon, ça c'est l'utilisation la plus connue. L'inhalation, donc il suffit de récupérer des feuilles, on met une poignée de feuilles dans de l'eau bouillante, et puis on met un espèce de pochon en plastique, enfin quelque chose pour canaliser la vapeur dans le nez, et on respire longuement pendant 10 minutes, un quart d'heure, et ça dégage bien les bronches. Donc c'est un pectoral. Pectoral qui est très efficace contre tous les rhumes, la grippe, la toux, etc. Donc parfois nous ici on utilise carrément la marmite, on se couvre avec une couverture et puis ça, on va dire surtout le corps en fait. Ça... Oui, et on peut aussi carrément se baigner dans de l'eau. L'eau de bouillie avec les tout à fait. Même les bébés, par exemple les bébés qui sont malades, on fait chauffer de l'eau avec des feuilles de Niaouli. On plonge les bébés dedans, mais il vaut mieux attendre que ça refroidisse quand même. Bah oui, quand même. Et donc le bébé guérit très vite avec ça, parce que c'est un antiseptique remarquable, etc. Alors quelles sont les autres propriétés de l'essence du Goménal? C'est lié, tout est lié autour des propriétés pectorales, antiseptiques, anesthésiques aussi. Et ce sont les laboratoires Prevet, il y a très longtemps, qui ont lancé toute une gamme de médicaments à base de Niaouli. Il y avait tout. Il y avait des ampoules, il y avait des gouttes, il y avait des suppositoires, il y avait quoi encore? Il y avait même des cigarettes. Et des bonbons? Des bonbons. Alors, oui, il y a des bonbons. Et puis on fait aussi de la liqueur de Niaouli. Ça, c'est à Boulou-Paris. Et donc c'est très vaste. C'est un arbre extrêmement intéressant. Le seul hic, le seul gros problème, c'est le coût de la main-d'œuvre pour l'exploiter.
Alors, autre chose à dire sur l'essence de niaouli, peut-être des conseils à nos chers téléspectateurs, même si ici on l'utilise souvent pas en essence, mais plutôt avec... oui, des conseils, oui. Alors, plutôt que de se jeter sur les antibiotiques dont l'emploi est tellement exagéré que l'organisme est complètement... Enfin, les microbes sont complètement résistants, ils acquièrent une résistance contre les antibiotiques. Adoptons des produits naturels et le niaouli, s'il est utilisé à bon escient, sera tout aussi, encore plus efficace que les antibiotiques. Et médicalement, on va dire les docteurs la préconisent également. Alors ça aussi, ça fait partie de la parapharmacie, hein, c'est pas vraiment... oui, enfin oui et non, je n'ai pas les détails là-dessus, mais il existe des médicaments à base d'essence de niaouli, bien sûr. D'accord. Autre chose à rajouter au niveau de l'essence de niaouli avant de se quitter? Non, il y a beaucoup de choses à dire. Hein. Je me souviens à l'époque, on préparait, j'étais à l'Orstom à l'époque, on préparait la foire de Bourail, on avait mis ça dans de l'essence de niaouli, dans des petits flacons, des petites éprouvettes d'échantillons à distribuer au public. Et puis on avait mis ça dans des récipients en plastique, et tout a fondu. Ah ouais, parce que l'essence de niaouli fait fondre le plastique. D'accord. Ça fait partie des anecdotes. Vous mettez ça sur une brosse à dents, par exemple, la brosse à dents, vous pouvez faire un 8 combien de temps vous faites Oh, rapidement. Hein. Ah ouais, d'accord. Oui. Une brosse à dents, vous faites un 8 avec. Ah oui, oui. Un peu comme l'acide, quoi, finalement. C'est pas tout à fait ça, non. Ça dissout les plastiques. D'accord. Donc c'est l'une des d'autres propriétés de l'essence. C'est juste pour savoir. Hein, une autre anecdote. Éviter de mettre ça dans des récipients en plastique. D'accord. Bernard Suprin, c'est sur cette anecdote qu'on finit cette chronique. Merci d'être venu nous parler de la deuxième partie concernant le niaouli. Merci Élise et merci à tous pour votre attention. Au revoir. Au revoir. Bonjour Anna, alors nous te retrouvons pour une nouvelle rubrique et nous parlerons aujourd'hui du centre d'hébergement pour les femmes en fin de grossesse. Bonjour Élise et bonjour à tout le monde. Oui, le centre d'hébergement pour les femmes en fin de grossesse, c'est cela dont nous allons parler aujourd'hui. Et puis ça s'adresse, ce foyer, en particulier aux dames qui n'ont pas la possibilité d'être hébergées sur Nouméa quand elles font le déplacement avant d'entrer en maternité. Alors ce sont des femmes qui viennent du Nord? Elles viennent de tout le territoire et puis... bon, comme je le disais, c'est pas toujours évident d'avoir de la famille ou des amis qui peuvent nous héberger quand on vient sur Nouméa pour attendre l'accouchement. Et donc, en 2006 a été créé le réseau périnatal Naître en Nouvelle-Calédonie. Et l'objectif, donc, c'est justement d'améliorer la prise en charge en amont, mais aussi en aval de la naissance. Alors, le réseau, il favorise les collaborations interprofessionnelles entre tous les professionnels qui tournent autour de la maternité et puis coordonne évidemment tous les acteurs. Et donc ce réseau d'hébergement fait partie plutôt ce centre d'hébergement fait partie de ce réseau? Oui, la maison d'accueil des femmes en fin de grossesse fait partie de ce fameux réseau, justement. Et puis, comme je disais, ça permet d'offrir une meilleure prise en charge des futures mamans, tant sur les aspects médicaux, mais aussi psychologiques. Alors finalement, comme tu le disais tout à l'heure, ça doit soulager les mamans qui viennent surtout des îles Loyauté et même du Nord. C'est pas facile de trouver de la famille qui peut nous héberger. Et surtout, ils ont le sentiment de peut-être gêner la famille. Donc du coup, ces centres d'hébergement, c'est peut-être une bonne solution pour que les mamans puissent accoucher dans de bonnes conditions sans avoir la prétention de gêner en fait la famille. C'est vrai, comme tu dis, que quand on pense ah là là, il faut que je prépare mon départ sur Nouméa. Et surtout lâcher la petite famille. Il faut que je m'organise, tout ça. Donc ça fait un peu une grossesse qui est un peu, on va dire, la maman, elle a pas, elle vit pas ça sereinement. Elle est tracassée déjà par avance. Donc avec ça, ça évite tous les tracas. Et puis ça fait maintenant 2 ans que le centre d'hébergement existe. Et puis c'est un réel soulagement. Et puis donc il y a aussi
un travail qui a été fait par le réseau, qui est en plus de cette maison d'accueil, c'est un carnet de maternité, donc un carnet de liaison, pardon, qui permet depuis mai 2011 donc, aux professionnels d'inscrire à chaque visite médicale des consultations. Ils écrivent tous les renseignements donc, sur ce carnet-là. Alors, elles sont nombreuses, les dames qui doivent, on va dire, se déplacer sur Nouméa pour accoucher? Nous n'avons pas de chiffres exacts, il n'y a pas de statistiques mais par rapport à ça. Mais il faut savoir qu'en 2012, il y a eu 4400 enfants qui sont nés en Nouvelle-Calédonie. Et depuis donc, les années 1990, eh bien, le nombre de naissances, il oscille entre 4000 et 4500. Ce qui fait quand même, ça fait quand même beaucoup. Et puis, il faut préciser aussi que dans le Nord, il y a l'hôpital, le centre hospitalier de Koumak, qui a aussi une maternité, donc les dames peuvent aussi aller donner naissance sur l'hôpital de Koumak, et puis elles ont aussi la possibilité d'être hébergées sur Koumak, il y a un centre d'hébergement aussi là-haut. Et il y a encore des femmes aujourd'hui qui accouchent à la maison, ou encore on va dire, chez la famille, ou encore dispensaire. Parfois, oui, au dispensaire des tribus, enfin des villages. Oui, ça arrive encore de nos jours, des mamans qui ont, soit elles n'ont pas envie de déranger, donc elles ne vont pas sur Nouméa ou sur Koumak. Elles restent à la maison jusqu'au dernier moment, ou alors au dernier recours, elles arrivent au dispensaire, et là, elles accouchent au dispensaire. Donc c'est pour ça que le rôle du réseau, c'est de tout mettre en œuvre pour que chaque femme puisse vivre sa grossesse sereinement, pleinement et en toute sécurité. Donc nous avons rendu une petite visite justement au foyer de Magenta, c'est là que se trouve le foyer. Donc c'est un reportage de Mara Lourde et je vous propose de regarder ça maintenant. On a travaillé sur le projet il y a 4 ans et demi, 5 ans, puisque les professionnels à plusieurs reprises nous ont sollicités par rapport aux difficultés qu'ils avaient sur le terrain, que ce soit en brousse ou dans les îles, de trouver des structures d'accueil sur Nouméa pour rapprocher les patientes des plateaux techniques en fin de grossesse. On a mis en place en 1 an et demi, 2 ans ce projet qui est le centre d'hébergement La Maison du Réseau. On l'a appelé justement La Maison du Réseau pour qu'il y ait une notion qui ne soit pas de foyer, puisque c'est une maison communautaire, et du réseau pour bien préciser que c'est pour tout le monde, quel que soit le lieu d'habitation en Nouvelle-Calédonie, que ce soit province sud, nord ou île. On a l'ensemble d'un palier des tours de Magenta, avec 6 appartements au total, 5 qui sont dédiés au repos, et le 6e qui est l'appartement dit communautaire, qui lui permet d'avoir on fait les ateliers dans cet appartement, on fait la cuisine, les réunions, on a un espace télé, donc c'est vraiment un lieu de rencontre et d'échange. C'est pour ça qu'on l'a appelé d'ailleurs l'appartement communautaire, et c'est extrêmement important, je dirais c'est le pilier du centre d'hébergement. Donc une journée type à la Maison du Réseau, c'est déjà le lever, elles se lèvent à l'heure qu'elles veulent. Elles préparent elles-mêmes leur petit déjeuner, ensuite elles vaquent à leurs occupations, elles font leur petit ménage comme à la maison, et ensuite le couvre-feu c'est à 22 h. Donc les critères d'admission sont essentiellement être enceinte, évidemment, et ce sont les professionnels qui sont en charge des grossesses, donc les médecins et les sages-femmes, qui la plupart du temps nous demandent les admissions. Ça peut être parfois des éducateurs, c'est arrivé, des psychiatres aussi qui nous demandent l'admission de patientes au cours du suivi de cette patiente. Ça peut être également des assistantes sociales, mais le plus couramment, ce sont les sages-femmes qui nous demandent les admissions des patientes. Je suis arrivée là parce que comme j'ai 2 jumelles, l'autre elle est encore à l'hôpital, puis l'autre elle est sortie. Puis comme j'ai du mal, comme je reste chez ma famille, puis c'est un peu loin, il y a l'écart et tout, ça fait que je reste là avec la grande, et puis la petite elle est toujours à l'hôpital. Ça m'a fait du bien. Je trouve que c'est bien de rester là. Avec les mamans, on se parle beaucoup. On fait la cuisine ensemble, puis on se partage et tout.
Puis des fois, quand je n'arrive pas à aller voir la petite, ben, eux, ils gardent la petite avec eux ici au réseau. C'est vrai que le travail en lui-même, c'est un travail qui est très humain, parce qu'on est là au point de vue médical, mais aussi social. Donc il y a des liens qui se tissent. Il y a beaucoup de bonnes relations qui se sont créées avec différentes mamans depuis. Et c'est toujours bien de réentendre des nouvelles d'elles lorsqu'elles appellent ou même quand elles passent ici avec leur bébé. Ah oui, elle ne devait pas aller à Pasteur. Le centre est ouvert donc aux familles, aux conjoints. On a un projet en fait de mise en place d'une salle où les conjoints pourraient également boire un thé avec nous, parce qu'un bébé ça se fait à deux et que la parentalité c'est papa-maman. Donc pour nous c'est important. On a pour l'instant au niveau de la structure pas de lieu dédié, mais on y travaille pour l'instant. Donc les familles peuvent être accueillies ici, mais on a la chance ici en Nouvelle-Calédonie de pouvoir avoir du beau temps tout le temps. Donc le plus souvent c'est dans les jardins en bas qui se retrouvent. Mais le centre est ouvert de 8h à 19h à tout le monde, à la famille. Oui. Voilà, donc les mamans, on va dire qu'elles sont soulagées de pouvoir être accueillies dans ce centre. Et puis comme elles sont nombreuses, elles créent des échanges entre elles finalement. Oui, voilà, ça permet de discuter, de se rassurer. Là, on se donne des conseils, des petits conseils pratiques, surtout pour les jeunes mamans, comme c'est la première fois. Ça favorise les échanges. Et puis, pour les futures mamans qui sont intéressées par ce centre, parlez-en à votre sage-femme maintenant. N'attendez pas le dernier moment. C'est pour la disponibilité, parce que les places sont limitées. Donc, voilà, il faut s'y prendre à l'avance, mesdames. Et puis, il faut savoir aussi que l'inscription se fait impérativement par un professionnel de santé. Donc, on ne vient pas s'inscrire soi-même. Donc, voilà, parlez-en à votre sage-femme dès maintenant. Alors, il se situe où? Là, tu l'as dit tout à l'heure, à Magenta. Ça, en fait, Élise, on est voisins. On est voisins. C'est juste à côté. Du coup, si on est concernés tous les deux, on va juste à côté. Oui, je ne crois pas, mais... Alors, un numéro de téléphone à donner à nos chers téléspectateurs qui seraient intéressés? Alors, il y a un numéro, enfin, il y en a deux même, le 25 07 66 ou le 75 10 60, et la responsable s'appelle Sandrine Camiso. Voilà, donc merci Anna pour toutes ces infos. À bientôt pour une nouvelle rubrique. Allez, tata à tous. Allez, c'est sur cette émission qu'on se quitte. Merci de nous avoir suivis. Tata à tous.